parmi donc ces critères diagnostiques du lupus, c'est essentiellement les critères de l'ACR. Il faut savoir que les critères de l'ACR sont beaucoup plus adaptés à nos conditions d'exercice, car là, ça ne demande pas beaucoup d'examens immunologiques pour poser le diagnostic de lupus systémique. Contrairement maintenant à la classification d'Islik. La classification d'Islik, là, le problème, c'est la positivité d'abord des anticorps antinucléaires. Il faut d'abord avoir une positivité des anticorps antinucléaires et la présence de signes cutanés, de signes extra-cutanés et de signes biologiques et immunologiques pour poser le diagnostic du lupus systémique. Là, vous avez donc beaucoup de signes, biologiques, de signes immunologiques, mais il faut toujours avoir une positivité des anticorps antinucléaires. Là, donc, on a donc la dernière classification, c'est la classification ACR-ELAR de 2019. Et concernant donc cette classification aussi, il faut toujours avoir une positivité immunologique pour pouvoir classer votre malade. Quel est le diagnostic différentiel? Ça dépend donc de la forme clinique. Dans le lupus érythémateux aigu, on a donc la dermite séborrhéique qui peut constituer un diagnostic différentiel, mais contrairement au lupus érythémateux aigu, les lésions vont atteindre les sillons nasogéniens. Donc, le lupus, c'est essentiellement au niveau de la crête nasale et au niveau des pommettes, dans sa forme en vespertiliose, c'est-à-dire le lupus érythémateux aigu, et dans la dermite séborrhéique, l'atteinte est médio-faciale avec atteinte des sillons nasogéniens. La rosacée peut être un diagnostic différentiel, mais au cours de la rosacée, vous n'avez pas des signes extra-cutanés. Le chronose exogène peut donner donc des lésions de lupus-like chez les patientes qui se dépigmentent avec l'hydroxychloroquine. Vous pouvez avoir une ochronose exogène caractérisée par une hyperpigmentation cutanée un peu rugueuse et ça peut ressembler à des lésions de lupus aigu dans sa forme en vespertile. La dermatomyosite. Dans la dermatomyosite, vous avez des signes dermatologiques, des signes musculaires, et l'érythème de la dermatomyosite est un érythème périorbitaire. Et dans la maladie de Still, les lésions se manifestent le plus souvent sous forme d'un exanthème maculopapulaire. Le psoriasis, attention au psoriasis arthropathique qui associe des lésions érythématosquameuses et articulaires, mais dans le psoriasis arthropathique, l'atteinte est essentiellement axiale. Au cours de la sarcoïdose peut se manifester par une fièvre, des lésions lipoïdes au niveau donc du visage, parfois même des lésions annulaires. Et ici, le plus souvent, vous n'avez pas d'atteinte articulaire associée et vous n'avez pas de troubles immunologiques comme vous l'avez dans le lupus systémique. La grande simulatrice, c'est-à-dire la syphilis, dans sa forme secondaire, peut mimer aussi des lésions de lupus érythémateux, surtout dans sa forme subaiguë, où vous avez des lésions annulaires et des lésions psoriasiformes. Et la vascularite primitive aussi peut être un diagnostic différentiel au cours de la vascularite lupique, qui est une vascularite secondaire. Le vitiligo peut être un diagnostic différentiel avec les lésions vitilogoïdes au cours du lupus érythémateux chronique
Mais là, hein, vous faites l'histopathologie, ce qui va montrer une raréfaction donc, des mélanocytes et sur le plan clinique, vous n'avez pas d'atteinte extracutanée associée. Quelle est la cause? La cause est inconnue, mais avec des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Ce qui se passe, c'est une prédisposition génétique déclenchée par un facteur environnemental. D'accord? Le facteur environnemental peut être l'exposition solaire, peut être un facteur infectieux, ça peut être aussi déclenché par un médicament, et vous avez une panoplie de médicaments pouvant être des facteurs déclenchant un lupus systémique. Quels sont les buts du traitement? C'est de stabiliser la maladie, d'éviter la survenue des complications, essentiellement viscérales, mais aussi d'éviter la survenue donc, des séquelles et bien sûr améliorer la qualité de vie du malade car les lésions sont souvent affichantes. Les moyens, on a des moyens hygiéniques avec le recours, la photoprotection, l'arrêt du tabac, l'éducation thérapeutique du malade et de sa famille. À chaque fois, quand vous avez une maladie chronique, l'éducation thérapeutique joue un rôle important pour l'adhérence au traitement, l'observance donc du traitement, et ça va aussi permettre de responsabiliser votre malade ou sa famille, et permettant de les impliquer dans la prise en charge. Car au cours des maladies chroniques, si le malade n'est pas impliqué, si c'est un enfant, si la famille n'est pas impliquée, vous risquez d'avoir des résultats décevants. Et pour cela, pour arriver à impliquer donc votre malade ou sa famille, il faut avoir une bonne relation médecin-malade. Quels sont les moyens médicamenteux? On peut avoir des moyens qui vont agir au niveau dermatologique, c'est-à-dire la photoprotection, les dermocorticoïdes, ça peut être aussi des immunosuppresseurs locaux et des immunosuppresseurs généraux, mais aussi, il faut savoir que les corticoïdes aussi, bien que ça va agir plus sur les lésions extracutanées, ça a un rôle dans la guérison des lésions cutanées. Sur le plan rhumatologique, quand l'atteinte rhumatologique est sévère, on peut même faire des injections de corticoïdes au niveau articulaire. Pour les moyens généraux, c'est l'acide salicylique, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et concernant les antiparidiens de synthèse qui sont des photoprotecteurs très efficaces sur les lésions cutanées, ça peut être la chloroquine, l'hydroxychloroquine. Il faut savoir que c'est essentiellement l'hydroxychloroquine qui est utilisée. Pour les corticoïdes, c'est la prednisone, la méthylprednisolone qui sont souvent utilisés. Et concernant toujours ces traitements généraux, les immunosuppresseurs classiques comme le cyclophosphamide, l'azathioprine, le mycophénolate mofétile, mais aussi le méthotrexate sont souvent utilisés et parfois dans certaines formes particulières, comme par exemple dans la panniculite lipique, on peut utiliser le thalidomide ou bien parfois la dapsone ou bien les rétinoïdes. Les antiagrégants plaquettaires ou anticoagulants ou les thrombolytiques peuvent être utilisés s'il, par exemple, il y a une association avec un syndrome des anticorps antiphospholipides ou bien s'il y a une vascularite lipique. On peut utiliser aussi l'immunoglobuline en intraveineuse, parfois même des échanges plasmatiques peuvent être utilisés, et les statines, les anti-HTA, les anticommuciaux, l'hémodialyse, c'est au cours des complications que ces moyens donc sont utilisés, et parfois la chirurgie orthopédique avec la nécrose aseptique de la tête fémorale peut être nécessaire.